Merci de nous retrouver sur ce plateau après ce documentaire, très beau documentaire de Jean-Louis André avec mes invités. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Delphine Georgelet. Vous êtes diététicienne, nutritionniste et nutrithérapeute à Poitiers. Thierry Foll, vous êtes le directeur campus gastronomique Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes aussi chroniqueur culinaire chez nos confrères de France Bleu et à la Nouvelle République du Centre Presse. Bonjour à tous. Et puis enfin, Sébastien Bézagu, vous êtes formateur en cuisine et coordonnateur de la section hôtellerie-restauration au CFA de Poitiers. Merci à tous les trois d'être sur ce plateau. Alors on va parler de la bonne cuisine française, ce qui est plutôt un bon moment à passer entre nous. Alors on a vu dans ce documentaire l'un des chefs étoilés, un des ambassadeurs de cette grande cuisine, cette gastronomie à la française. Alors je vais m'adresser au professeur, si j'ose dire, de cuisine. La gastronomie à la française, et comment on peut la définir? C'est celle des grands chefs? Non, pas que. C'est la tradition familiale d'une, je pense, culturelle. Et puis effectivement, enfin, comme on voit dans le film, les grands chefs s'en inspirent, s'en servent. Par exemple, la cuisson au feu de bois, c'est depuis la nuit des temps comme ça, et on y revient effectivement. D'accord, c'est ça. Alors, vous parliez de la cuisine des grands-mères, la transmission, parce qu'au fond, c'est un patrimoine, on dit souvent, hein, patrimoine culinaire. Donc, il faut transmettre. Vous dites oui, Delphine Georgelet, vous êtes d'accord avec cette définition. Vous êtes diététicienne, vous allez nous dire évidemment qu'il faut bien manger, il ne faut pas manger n'importe comment. Vous nous direz ce qu'il faut manger aussi. Mais cette notion de transmission, de transmettre le patrimoine, c'est évidemment ce qui caractérise ce patrimoine français. C'est complètement indispensable et on va le retrouver après dans le bien manger. C'est-à-dire que si on n'a pas transmis l'art culinaire, on ne peut pas bien manger. Et là, en fait, on le voit, nous, aujourd'hui, au niveau de la population actuelle, on voit entre ceux qui ont eu une transmission et ceux qui n'ont pas une transmission dans le pratique, dans la technique culinaire. Et en fait, du coup, après, ça crée des dégâts et des pathologies. Mais c'est ça, hein, Thierry Foll, si on écoute ce qu'on dit, il y a, au fond, bien manger, c'est aussi se nourrir intellectuellement avant. C'est donc aimer faire la cuisine avant d'aimer la déguster. C'est très lié, hein, le patrimoine, la transmission. C'est une sorte de culture avant de cuisiner. Non, mais de toute façon, la gastronomie est dans notre ADN. On ne peut pas nier que ce soit une valeur cardinale en fait de notre pays. Et on ne peut pas nier que aujourd'hui la gastronomie est un élément universellement connu en fait de la patrie France. Quand on va à l'extérieur, quand on voyage, les gens tout de suite nous parlent de la gastronomie. C'est un des premiers marqueurs qui rentre en ligne de compte dans les conversations. Et je pense que si on a classé le repas gastronomique à la française au patrimoine immatériel de l'UNESCO, c'est qu'il y a une raison. Et quand on dit gastronomie en France, je fais juste une petite notion historique. La gastronomie, c'est pas obligatoirement ce qu'on vient de voir dans le reportage du 3 macarons Michelin réservé aux grosses fortunes avec une sélection de produits qui coûtent cher. Mais ça peut être la gastronomie simplement liée au partage d'un bon fromage et d'un verre de vin. Et on commence déjà à voir les prémices de la gastronomie qui se dessinent. Oui, alors avant de rentrer dans le détail de ce qu'est les bons produits, où on les trouve, comment on les fabrique, etc., Sébastien Bézagu, vous avez ce rôle de transmission au sein du CFA. Ouais. Donc, comment ça se passe? Comment vous faites? Vous transmettez cette culture? Comment vous faites pour transmettre cette culture? C'est des référentiels nationaux, hein. On prépare des diplômes essentiellement. Nous, c'est des jeunes en apprentissage, donc ils ont un patron aussi. Donc on est sur une formation un peu triangulaire, hein. Le jeune, nous et le patron. Mais effectivement, de toute façon, la restauration, dans n'importe quel diplôme, on va parler déjà du produit et du comment l'utiliser, justement la technique. Oui, mais je vous pose cette question, c'est pas anodin, c'est parce qu'on a parfois, peut-être d'une façon un peu fausse, tendance à penser que les formations de cuisine, etc., c'est pour faire de la cuisine pour tous les jours, et que, au fond... On commence sur des choses très très basiques. Un CAP va faire ni plus ni moins que de la cuisine ménagère, hein, de la blanquette, de la tarte, du bourguignon. C'est parce que c'est les codes qui régissent justement cette gastronomie. Monsieur Guérin en parlait, c'est la sauce béarnaise, c'est un grand classique qui est pointu à exécuter, mais au départ, c'est de la cuisine ni plus ni moins ménagère, pas forcément créée par la restauration. Delphine, est-ce que au fond, enfin, quand on entend ça, les sauces, etc., est-ce qu'on peut concilier bonne cuisine et diététique au fond? Parce qu'on sait que la bonne cuisine, c'est celle qui est un peu grasse, un peu sucré, qui a du goût, parce que le goût, il faut donner des ingrédients. Est-ce que c'est cette cuisine-là qui est diététique ou pas du tout? En fait,
un peu plus complexe que ça. Ah, bon. C'est non, pour moi, la bonne cuisine, c'est juste déjà celle qui a à la base un produit noble, enfin noble dans le sens où un produit qui est bon, tout simplement. Et après, il y a la notion de préparation, il y a la notion de partage. En fait, il y a tous ces éléments-là qui vont faire qu'à un moment, effectivement, on va avoir ou pas une bonne cuisine. Et le côté diététique, c'est bien plus que ça. En fait, c'est l'art de se nourrir, la diététique. Donc, c'est-à-dire que comment on va se nourrir. C'est-à-dire qu'on peut manger un très bon sandwich comme un mauvais sandwich. Vous voyez, on peut manger un très bon hamburger comme un mauvais hamburger. Enfin, mais c'est comment aussi on va le prendre. Il y en a un qui peut avoir un effet très néfaste, c'est-à-dire qu'on le prend, on mange très très vite, on est au téléphone, donc en 3 minutes c'est pris. Ben là, on ne se nourrit pas en fait, on engloutit. Donc là, le corps, il réagit, mais négativement. À côté, on peut manger un hamburger en se faisant plaisir, en étant avec des amis, ou très posé, paisiblement. Et du coup, il n'aura pas du tout le même impact sur l'organisme. C'est intéressant ce que vous dites. On verra d'ailleurs tout à l'heure, parce qu'on va parler de cette cuisine fast-food, cette cuisine d'enseigne, cette cuisine un peu qualifiée d'industrielle. Vous parliez d'un hamburger. On y reviendra sur cette notion-là. Mais justement, pour rester dans cette pratique du repas, Ouais. vous disiez... ça dépend comment on fait, on est assis, on n'est pas assis, on mange vite, etc. Il y a une culture, une tradition de la table en France, Thierry Foll, qui remonte évidemment à la nuit des temps. D'abord, manger, c'est d'abord s'asseoir à une table. Cette tradition ne remonte pas à la nuit des temps. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, en fait, ça remonte aux années 1800, juste après la Révolution française. Parce qu'en fait, le premier restaurant, il n'a pas trouvé naissance, en fait, ni à Londres, ni à Moscou, il a trouvé naissance à Paris. Et ce premier restaurant, en fait, a pu trouver naissance à Paris parce que les chefs qui étaient dans les châteaux se sont mis, en fait, à prendre possession d'établissements et à faire à manger pour l'aristocratie parisienne au départ. Et ensuite, c'est parti en région. Et contrairement à ce que l'on croit, ces chefs... À l'époque, on festoyait, on faisait pas attention... C'était des menus, en fait, à 25 ou 30 plats. Voilà, donc, faut relativiser. On n'est plus du tout sur les mêmes modes de consommation aujourd'hui, bien au contraire. Et on faisait pas attention, en fait, tout ce qui était diététique, c'est très récent, en fait. Ça a une cinquantaine d'années, ces enjeux de santé, de nutrition, mais on y reviendra. Je pense que pour bien comprendre, en fait, ce sujet... sur l'alimentation, il faut déjà comprendre un petit peu historiquement ce qui nous a porté, en fait, vers ces modes de consommation qui ont vraiment changé. Et en fait, le restaurateur, très vite, dans ces années 1800, a trouvé son guide culinaire, a trouvé donc les guides pour aller donc se promener dans les différents établissements, et le chef star tel qu'on le connaît aujourd'hui a pris naissance déjà à cette époque-là. Et en fait, on a suivi en fait cette progression, et le chef très vite est allé à la recherche des produits, ce qui fait qu'en France, on a une grosse tradition en fait de produits sous signe de qualité. Je rappelle juste que notre belle région Nouvelle-Aquitaine, c'est 12 départements, c'est la plus grande région en termes d'agriculture d'Europe, et c'est 219 produits sous signe de qualité, c'est-à-dire label rouge, AOP, j'en passe et des meilleurs. Ici, c'est un pays de cocagne. Première région bio aussi, en termes de surface de territoire. Faut bien dire, puis, parce que on parlera du bio tout à l'heure, qui prend de la place dans nos modes de consommation. Mais oui, je voudrais donner la parole à Stéphane Bézagu. Thierry Foll disait, on a une tradition culinaire en France, c'est notre ADN. Mais il n'y a pas que la France qui fait de la bonne cuisine, au fond. Nos voisins italiens en font, les Espagnols. Qu'est-ce qui différencie la cuisine française des autres? On a été très longtemps, je pense, porté par cet engouement franco-français de la cuisine. On est quasiment les meilleurs maintenant. Enfin, moi, je prépare beaucoup de jeunes sur des concours parmi mes activités. Et sur les concours internationaux, on se rend bien compte que les autres évoluent, recherchent, font exactement ce qu'on a fait. Rechercher le bon produit, la justesse des techniques. On est tout à fait là-dedans. Pourquoi on s'est peut-être un petit peu endormi? Parce que dans la presse spécialisée, choses comme ça, par exemple, il y a eu le Bocuse l'année dernière, ça doit être les Hollandais ou les Danois qui ont gagné. On ne gagne plus, alors parce que sans doute que les gens ont envie de rattraper leur retard, et effectivement, cette technique-là est à la recherche. Mais Cocorico, il faut essayer de le modérer et considérer que maintenant, on n'est pas les seuls à faire de la bonne cuisine, c'est ça, hein, et qu'on n'a jamais été d'ailleurs les seuls à faire de la bonne cuisine. Non, il y a de très bons produits à l'étranger, et heureusement, on s'en sert en cuisine même
de nos jours, quoi. Enfin, la tomate mozzarella, on peut allier une bonne tomate française avec une très très bonne mozzarella italienne. C'est pas. Ah oui, c'est ça qui fait. Ouais, il faut C'est marier encore, les. c'est encore. Et justement, cette qualité du produit, on y revient. Vous le disiez, Delphine Georgelet, et vous le disiez tout à l'heure, au fond, la bonne cuisine, c'est d'abord le produit, la qualité. Cette qualité nutritionnelle, celle que vous regardez, vous, en tant que diététicienne, c'est celle qui, au fond, est essentielle. Oui, en fait, en fait pour se nourrir, il faut effectivement qu'on ait un bon produit. Enfin, quand je vais appeler bon produit, enfin, c'est où est-ce qu'il a poussé. Comment après, en fait, ça commence en fait dès l'acte d'achat. Pour moi, ou alors si on a un jardin ou pas, mais en tout cas, se nourrir, ça va commencer dès l'acte d'achat. C'est-à-dire que le produit que l'on va consommer à la maison, on ne va pas du tout le manger de la même façon si on l'achète en barquette ou si on va au marché ou chez un producteur, après qu'on va le ramener, on va le préparer et après on va le manger. Enfin, toutes ces étapes-là font, pour moi, c'est ça la diététique. C'est absolument pas les calories en fait. C'est pas restrictif. Mais non, ça c'était il y a 50 ans, tout au début des études. Mais aujourd'hui, on est bien loin de ça, parce qu'on sait tous les mécanismes qui sont en jeu, en fait. Donc vous, quand vous recevez quelqu'un dans votre cabinet, vous lui dites pas tout de suite, non, ça c'est interdit, ça c'est interdit. Jamais, il n'y a jamais d'interdit. Non. Parce que du coup, quand on interdit... C'est le plaisir qui part. Oui, en fait, quand on interdit, on crée plein de choses négatives en fait au niveau de l'organisme, et du coup ça sera beaucoup plus néfaste, ce qu'on va appeler les restrictions cognitives. C'est-à-dire que plutôt que de dire il ne faut pas, ok, vous aimez ça, ou ça vous aimez pas trop, mais vous savez pas trop comment le préparer, ok, comment on pourrait le préparer, comment vous pourriez le réintégrer dans votre alimentation. Enfin, c'est les légumes secs, enfin ça c'est flagrant, mais les légumes secs, oui, bon, je prends ma boîte de lentilles, mais pas que. C'est-à-dire que par exemple aujourd'hui, les personnes ne savent absolument pas cuisiner les légumes secs. C'est un aliment de base qui est nutritionnellement extrêmement intéressant, qui nourrit, qui a une richesse énorme, mais les personnes n'en mangent pas. Enfin, monsieur, madame, tout le monde en mange très peu parce qu'ils ne savent pas les cuisiner. Ouais. Alors, c'est intéressant que vous parliez des lentilles, parce qu'on sait que c'est le premier légume, peut-être un des premiers légumes qu'on a consommé, la lentille. On a oublié de les cuisiner, on les a perdus de vue, peut-être par goût. Il y a des phénomènes de mode sur les produits, Thierry Paul. Alors, il y a des cycles, mais il faut savoir qu'en fait, en une centaine d'années, on a quand même perdu près de 70% de notre diversité au niveau des produits alimentaires. Hein. Ouais. Donc, il y a énormément en fait, de choses qui ont disparu. Avant des pommes, il pouvait y en avoir jusqu'à 50 sortes. Hein. Aujourd'hui, allez dans les magasins, des pommes, vous en avez 7 ou 8 sortes. Et c'est valable pour les légumineuses, c'est valable pour les viandes. Donc, effectivement, on est plutôt allé sur le restrictif. Même si on a l'impression d'avoir une diversité, parce qu'on a des produits qui arrivent d'ailleurs, c'est très bien d'avoir cette inclusion. Mais en fait, c'est devenu, ça se limite à peau de chagrin. Et quand on fait des recherches sur l'alimentation, on se dit, mais on est passé à côté de plein de choses extraordinaires. J'en reviens juste sur la formation aujourd'hui pour les jeunes. Ça passe aussi par la connaissance des produits et c'est les emmener dans les champs. Et si on veut que ça fonctionne et si on veut changer en fait cette philosophie et les sensibiliser en fait à ce qu'est l'alimentation et la bonne alimentation, je crois que le b.a.-ba, c'est de leur montrer comment sont cultivées des lentilles, comment pousse une carotte et comment est élevé un agneau. Et je crois que ça, c'est une prise de conscience en fait des ministères, l'Éducation nationale, le ministère de l'Agriculture et notre région Nouvelle-Aquitaine, où ils arrivent à créer donc une synergie par rapport aux établissements de formation agricole et hôteliers, faire travailler tout ce beau monde ensemble justement pour arriver à une nouvelle façon de former les jeunes. Sébastien Bézaguë, vous avez le sentiment qu'il y a une génération un peu hors sol qui est un peu éloignée de ce que sont ces produits de base qui ont été à la base de notre aliment depuis toujours. Est-ce qu'il y a une génération un peu perdue ou est-ce qu'il y a une génération qui a oublié le bien manger? On y revient, mais est-ce qu'il y a une génération, vous direz, où on a un peu laissé de côté cette notion du bien manger, pour des raisons multiples d'ailleurs, le temps au travail, etc. Sans doute, mais ce qui est important, c'est d'y revenir. Et on voit par rapport à plein de facteurs qui agissent en ce moment, les magasins de producteurs locaux, le jardinage, tout le monde a une poule chez soi maintenant, dès qu'on a un bout de jardin. Je pense que tous les feux sont ouverts pour que ça reparte et que justement les gens aiment faire la cuisine, c'est surtout ça. Oui, il y a aussi beaucoup de citadins, donc la poule dans le jardin, il n'y a pas possible de l'avoir. Je pense que la poule, au moins bien élevée, qui a pondu un œuf librement dans un petit champ, on peut y avoir accès à des tarifs maintenant assez
y a beaucoup d'enseignes qui prônent ça, donc c'est rassurant aussi. On n'est pas sur de l'œuf avec de la poule élevée en cage. Enfin, ça va même devenir interdit. Ouf. Oui. Mais voilà. Oui. Moi, je pense que tous les feux sont ouverts. Donc après, c'est le rôle des papas, des mamans aussi de relancer ça. Alors, moi, dans les jeunes que je vois en formation, on commence à avoir cet œil qui brille, le produit. Ouais. C'est vrai qu'à un petit moment, on l'avait un petit peu perdu, mais là, ils sont plus à l'écoute. Nous, on a mis en place un petit jardin pédagogique. Alors, c'est pas en plein champ, machin. Mais déjà, certains se rendent compte effectivement de comment ça pousse. Et effectivement, c'est un petit peu plus de travail que de le ramasser et le cuisiner directement. Oui, c'est ça, hein, Delphine. Ça fait partie de la pédagogie pour réapprendre justement aux générations à découvrir ce qu'est le produit. Ça participe de cette notion de redonner l'envie, redonner du goût au goût, parce qu'il faut bien le dire, beaucoup l'ont perdu. Oui. Hein, il y a des générations d'enfants qui, au fond, mangent très très vite et qui ne savent pas d'ailleurs ce que c'est que le goût d'une cuisse de poulet, d'une vraie cuisse de poulet. On a eu, en fait, à partir des années 80, où sont arrivés les supermarchés. Du coup, là, il y a eu, à partir de ce moment-là, l'accès aux produits. On a une montée de masse. Ouais. Vraiment, on va dire des supermarchés et des produits de l'industrie agroalimentaire. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a on va dire une trentaine d'années, là, où il y a eu un flottement, vraiment sur je transmets, sauf ceux qui ont eu la chance d'être à la campagne et en contact avec la terre. Et moi, j'ai eu cette chance-là, ce qui fait que j'ai pas loupé, on va dire, cette étape. Mais en tout cas, c'est vraiment flagrant sur cette génération d'après supermarché avec cette croissance-là. Et donc, du coup, maintenant, en fait, on est en train de revenir en arrière en se disant, bah oui, on va juste aller voir comment grandit un agneau, comment pousse une carotte. Enfin, parfois, je l'explique à mes patients, je leur dis juste, mais revenez au terre à terre. Moi, je suis pas dans l'interdit. Je vous demande juste de revenir à manger des aliments de base, essentiels. Ouais. Vous avez juste à suivre les saisons. S'il y a une saison, si on suit la nature nous apporte tous les éléments. C'est-à-dire que si vous suivez la saison, vous allez bien vous nourrir. Oui, et parce que ça se complète. Ouais. Voyez, Alors, il y a deux, mais il y a deux paradoxes aujourd'hui à ce que vous dites. C'est le premier, c'est qu'au fond, dans les grandes surfaces dont vous parlez, on trouve de tout toute l'année. Ouais. Et donc là, la notion de saison n'intervient pas. Et puis il y a un deuxième vecteur qui aujourd'hui est peut-être un vecteur qui empêche justement de s'engager vers un processus du bien manger, c'est le temps. Thierry Foll, il y a à la fois le temps, il faut passer du temps pour faire de la cuisine, les gens en ont de moins en moins, et puis on trouve de tout toute l'année, et donc on cuisine tout. Alors, j'émets quand même des réserves. En fait, la cuisine prend du temps. Si on s'organise bien, on fait la cuisine une fois ou deux fois par semaine, et on s'organise, et tout va bien. Ça prend pas plus de temps. En plus, c'est très convivial de faire la cuisine en famille. Avec les enfants, ça crée du lien. Je vous invite, vous verrez, c'est très convivial. Voilà, c'est parfait. En plus, pour cuisiner les lentilles, là, on peut mettre du foie gras, des truffes, on peut se faire plaisir. Enfin, le champ des possibles est énorme. Produit de qualité, là. Foie gras, truffe, c'est quand même l'eau de gamme. Produit de qualité. Et on peut faire à manger très rapidement. Moi, je me mets au défi de faire un gratin, des choses comme ça, en 5 minutes chrono. D'ailleurs, ça peut faire l'objet de cours de cuisine et ça peut intéresser les gens, en fait, d'aller rapidement sur ces sujets. Maintenant, au niveau de la qualité des produits, il est bien évident que je pense que la diversité nous offre la possibilité d'aller soit en supermarché, soit d'aller chez le producteur bio. Aujourd'hui, on trouve vraiment, si on en a envie, de quoi se faire plaisir, se faire une cuisine goûteuse, faire une cuisine de saison, une cuisine d'envie. Sébastien Bézaguë, justement, c'est une notion, là, on disait, la saisonnalité, on l'a perdue un peu de vue dans la cuisine. Hein, comme disait Delphine Georgelais, il faut faire attention à cette notion de saisonnalité qui donne les produits. Est-ce que dans votre enseignement, c'est quelque chose sur lequel vous insistez ? Tous les diplômes sont orientés sur ça, hein. Tout ce qu'on parle, la diététique au petit sens large du terme, la saisonnabilité, le produit de label, c'est tout ce qui régit notre... Pas de gâteau de fraises en hiver, quoi. On évite au maximum, oui, bien sûr. Ouais. On les attire et puis, ça fait partie des cours théoriques qu'on peut leur inculquer. Effectivement, la saisonnabilité, le respect, le circuit court, hein. Pas besoin de faire venir une carotte de l'autre bout de la France, on arrive très bien à en faire dans le coin. Beaucoup de choses comme ça. Forcément, ça passe par le respect de la saison, parce que si on veut des carottes au mois de juillet ici, ça va être compliqué.
C'est ça. Et il y a la notion du circuit court qui est importante dans la notion de qualité, de bien manger, hein, il faut bien le dire, puisque c'est aussi, on en parle de plus en plus, ces circuits courts qui sont peut-être aussi des vecteurs de qualité qui peuvent amener justement à considérer que la cuisine, ça fait aussi partie de notre proximité. Hein, c'est pas la peine d'aller chercher les produits très loin. Bah, produits locaux, oui. Forcément, si on veut des ananas, des bananes, ça va être compliqué aussi. Mais effectivement, la cuisine, de toute façon, régionale, nos grands-parents se servaient de ce qu'ils avaient sous la main. Donc, forcément. Combien vous avez de jeunes en apprentissage dans votre Alors là, CFA, cette année, on oscille à peu près de- entre 230 à peu près. On est pour la rentrée là. Les effectifs sont pas encore tout à fait stabilisés. On peut encore en faire rentrer des jeunes, mais on est à peu près. C'est vrai que c'est un 230. secteur qui intéresse, qui est porteur aussi. C'est le chaud et le froid. C'est un métier qui est dur. Hein. En général, on travaille quand les autres s'amusent. C'est un petit peu compliqué d'avoir 15-16 ans de rentrer en apprentissage. Donc, finalement, dans le monde du travail et d'être confronté effectivement au monde des adultes. Mais oui, il y a un regain. Bon, l'État essaye de remettre l'apprentissage en avant parce que les entreprises sont en souffrance de main-d'œuvre, hein, dans la restauration surtout. Donc on a bon espoir, les gens sont motivés, les jeunes. Nous, on essaye de faire des petites actions, d'ouvrir notre CFA aux classes de 3e. On fait des ateliers via une fondation, par exemple, qu'on ouvre pour les 3e et les 4e, où on fait des petits cours de cuisine le mercredi après-midi, par exemple. Ça peut être aussi une solution, sans les orienter vers les métiers de la restauration, mais au moins, voilà, leur apprendre un petit peu le b.a.-ba de la cuisine pour apprendre des choses. Peut-être susciter des vocations. Delphine, vous êtes nutrithérapeute. Oui. Alors, c'est une prolongement de votre... Oui, une spécialité. Ouais. C'est une spécialité qui consiste en... Soigner par l'aliment. Soigner par l'aliment, Ouais. c'est-à-dire C'est-à-dire que, par exemple, ça sert à rien d'aller chercher un cachet de vitamine C. on en trouve dans les aliments de base. Voilà. Mais, alors là, du coup, la production du fruit ou du légume, hein, du coup, va être indispensable. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir, si je prends la vitamine C, on ne va pas pouvoir ingérer assez de vitamine C dans une fausse myrtille vendue au supermarché. Mais quand vous dites, quand vous faites ce diagnostic, oui. au fond, Oui. vous le faites à partir de quoi? D'une prise de sang? Quelqu'un qui voit qu'il y a un déficit en vitamines? Parce que il faut le savoir quand même. Oui, après, je me suis formée à ça. Donc après, il y a plein de facteurs. Il y a les facteurs de fatigue, de nervosité. Ça, ce sont des signes avant-coureurs de déficience. L'état de la peau, des cheveux, enfin tous ces éléments-là font que du coup effectivement on n'a pas besoin de prise de sang à ce moment-là. Si on veut aller plus loin, avant de supplémenter, ou on peut faire une prise de sang. Mais et puis dans ce qu'on appelle l'anamnèse, dans le questionnement, on voit si les gens ont le temps d'aller dehors ou pas dehors, sont en stress. Enfin, tous ces éléments-là font que moi, j'arrive à détecter est-ce qu'il y a une déficience ou pas. Voilà. Et forcément, selon ce qu'ils mangent. Enfin, c'est parce que 0 fruits, 0 légumes, c'est hyper fréquent. Ou alors, c'est la boîte de haricots verts qui a été quand même mise sur l'étagère. Hop, ok, celle-ci, on va la prendre. Et voilà, on aura mangé des haricots verts qui n'ont rien en vitamines, en minéraux. Voyez, donc ça apporte rien à l'organisme. Enfin, c'est zéro. Donc moi, c'est tous ces questionnements que j'arrive avec lesquels j'arrive à déterminer certaines carences. Alors Thierry Foll, on va parler évidemment des fast-foods, de ces enseignes qui fleurissent un peu partout. Là, on peut pas parler de cuisine, de bonne cuisine. C'est plutôt de la cuisine industrielle. La restauration globalement. Mais avant ça, je voudrais quand même vous poser la question sur le prix, parce que au fond, on dit que bien manger, ça coûte cher. C'est vrai? Si je me fie au reportage que l'on vient de regarder, Michel Guérard, oui, ça peut coûter cher, hein, ça c'est évident. Mais tout dépend en fait les aliments que l'on met. On peut manger très simplement à moindre coût. Les haricots verts frais en pleine saison, c'est 1,50 € le kilo. Avec 1 kilo de haricots verts, on se fait plaisir déjà. Hein. On peut très bien aussi limiter sa consommation de viande, parce que ça aussi, c'est un état de fait. L'alimentation
ordonnance santé, c'est très bien, mais aujourd'hui, on est en pleine mutation, en fait, par rapport à ce genre de sujet. Les gens, par rapport à des préoccupations cultuelles, par rapport à des préoccupations du bien-être animal, par rapport aux régimes spéciaux, on est vraiment aujourd'hui en train de complètement revoir, en fait, nos codes. Et aussi bien dans les restaurants traditionnels que sur la restauration scolaire, aujourd'hui, on est en train de réfléchir pour changer notre logiciel. Et c'est très important de se mettre à l'écoute. Qu'est-ce que vous dites, vous êtes directeur du campus, c'est ça, gastronomique, donc c'est un des aspects qui est aujourd'hui pris en compte dans l'enseignement? De toute manière, toutes ces préoccupations de régime et de nouvelles façons de s'alimenter, les référentiels au niveau de l'éducation nationale ne peuvent pas passer à côté. Ça, c'est évident. C'est ce que vous disiez, référentiel, vous aussi, c'est la même chose. Donc, quand on parle de cuisine végétarienne, de vegan, tout ça, c'est des choses que vous intégrez. On les sensibilise là-dessus. D'accord. Donc, ça se traduit aussi dans la formation. Déjà, rien que dans le public, là, on a beaucoup de jeunes qui ne mangent pas de la viande ou des fois qui ont du mal à manger des légumes aussi, mais ça fait partie de la formation d'appréhender ces sujets-là. Oui. Vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce que vous, j'imagine que dans votre pratique aussi, vous vous adaptez à l'évolution de la société et de l'évolution des consommations. On parlera peut-être de l'obésité, qui est un des facteurs qui touche nos sociétés. Alors, des pays un peu plus que d'autres, mais chez nous aussi. Donc, il y a une corrélation entre le mal manger et l'obésité ou le mal-être. Oui, alors l'obésité, c'est une pathologie à part, à part, mais c'est une vraie pathologie. C'est surtout, en fait, chez les patients, c'est surtout ceux qui sont en surpoids. Vous voyez, parce que les personnes qui sont obèses, on va les prendre en charge. Il y a une vraie prise en charge. C'est plutôt les personnes, par exemple, qui sont en surpoids, avec des bilans sanguins qui sont complètement perturbés. Et où là, du coup, il va falloir effectivement faire un travail vraiment de fond, ce que je vais appeler de rééducation alimentaire. Mais pareil, il faut toujours prendre dans le contexte. On ne peut pas, dire à quelqu'un du jour au lendemain, vous allez manger des lentilles. Enfin, vous allez manger des haricots rouges, vous allez manger des haricots blancs, des pois chiches. Parfois, je lui dis, mais du houmous, du quoi? Enfin, vous voyez, c'est juste le mot pois chiche, houmous, on me regarde avec des yeux, c'est quoi? Donc, si vous voulez, quand on me dit ça, je sais que là, j'ai un long travail à faire avant de dire, OK, ça, vous allez pouvoir avoir tout un panel, par exemple, en légumineuses. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il faut tout le temps s'adapter. Et effectivement, tout ce qui va être... Toutes les personnes qui sont en surpoids, en fait, c'est multifactoriel. Mais on va dire la malbouffe, mais en fait, c'est quoi la malbouffe? Oui, c'est quoi? Enfin, au fond, c'est... on peut très bien être, ce que tout à l'heure je vous disais, en restriction cognitive, donc en fait manger très très peu. Et en fait, on mange tellement peu que au niveau cérébral, on se met en restriction. C'est-à-dire que là, on n'est pas en adéquation. C'est-à-dire que la personne, elle a super faim, mais elle se restreint. Donc, et là, en fait, elle prend du poids. Vous avez tous entendu, ah non, mais je regarde cet éclair ou je regarde une pâtisserie et je prends du poids. Mais parce que le cerveau envoie cette information-là. Donc, c'est pour ça que le surpoids ou l'obésité, c'est vraiment quelque chose de très, très complexe. Mais si on revient à la transmission culinaire et à l'art de manger, quand je dis l'art, c'est manger tranquillement, enfin, on éteint la télé. Combien de fois je dis éteignez la télé? Et là, on me regarde, on me dit c'est pas possible. Oui, juste, vous voyez, je comprends ce que vous dites. C'est pour ça que... C'est un ensemble de choses. Mais il y a quand même des choses qui paraissent évidentes. Je ne veux pas se voiler la face, Thierry Foll. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cuisine industrielle, les fast-food, les franchises. On ne peut pas considérer que là, c'est de la restauration basée sur la qualité des produits, sur la saisonnalité. Et c'est une restauration qui, aujourd'hui, est très prégnante dans nos sociétés, y compris dans les restaurations, dans les restaurants. Est-ce que le combat n'est pas perdu d'avance ? Non, parce que je pense que le petit restaurateur, l'artisan, de toute façon, arrivera toujours à s'installer, d'autant plus que c'est comme une demande d'une frange de la population, réellement, qui est quand même en demande d'authenticité, de retour sur les valeurs, d'avoir les pieds sur le terroir. Dans la gastronomie française, dans les assiettes des Français, globalement, si on considère que la plupart des Français se nourrissent aujourd'hui dans les fast-foods, dans les restaurants, beaucoup. Alors, on parlera peut-être de la restauration collective tout à l'heure. Mais les fast-foods, pour moi, c'est effectivement en progression.
Ce qui me fait sourire, c'est que une chaîne bien connue, en fait, avec un grand M, a la plus grande progression, en fait, en termes de chiffre d'affaires et de développement en France. C'est quand même pas anodin. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement aussi un engouement d'une certaine partie de la population sur ce genre de restauration. Mais après, ce genre de restauration, moi, ça me dérange pas que quelqu'un... C'est aussi une restauration économique, il faut bien le dire. Oui, non, mais bien entendu. Et puis la diversité. On peut très bien aller dans un fast-food le mardi, aller dans un restaurant gastronomique le mercredi et se faire à manger à la maison de façon plus que correcte le reste de la semaine. Et je pense que c'est cette diversité, en fait, qui a pris place, en fait, dans notre société. Parce qu'il y a 50 ans, quand un étudiant allait manger à la cantine, vous avez dû connaître ça, Pascal. Oui, hein, c'est pas très bon. On vous a mis C'était votre entrée, votre entrée, votre plat de résistance et votre dessert, c'était le même pour tout le monde. Ouais. Aujourd'hui, Ouais. il se passe quoi dans la restauration scolaire? Aujourd'hui, vous êtes sur une ligne de self avec du choix. Donc c'est sûr que le jeune lycéen qui va sur sa ligne de self, il se gratte la tête, il dit mais aujourd'hui je mange quoi? Donc il est déjà dans choisir. Et si l'apprentissage du savoir choisir passe par une chaîne de restauration de fast-food tous les jours, et si c'est sa seule en fait référence, ça va être compliqué pour le jeune. Je vous l'accorde. Donc c'est aussi au niveau des familles et de faire l'éducation. On est bien là-dedans. L'éducation depuis le plus jeune âge. Ouais. Et après, la cuisine des lentilles viendra toute seule. Oui, c'est comment que Naturellement. l'éducation des familles, elle ne se joue pas, enfin que pour la cuisine, c'est vrai. Mais justement, Sébastien Bézagu, vous êtes, vous enseignez à des enfants, des jeunes élèves. Gens, oui. Est-ce que au fond, la cuisine collective, c'est compatible avec la qualité, la restauration collective? C'est un vecteur. Il y a beaucoup plus en plus de restauration collective qui joue sur ce vecteur. Hein. En faire moins, peut-être en choix. Alors, ça peut être contradictoire, mais il y a beaucoup ce de... qu'on a un peu reproché à la restauration collective, c'est que finalement, c'était d'abord pas bon, pas trop bon. La qualité des produits était parce qu'il y a aussi l'aspect économique. Est-ce que c'est compatible tout ça avec la qualité? Je pense, oui. Il y a, Oui. enfin, il y a beaucoup d'entreprises ou même de collectivités qui jouent sur ce vecteur. Hein. Déjà, acheter leurs produits locaux. Je sais qu'on est à Poitiers, la mairie de Poitiers fait des efforts là-dessus. Il y a un menu toujours au moins une fois par semaine ou tous les 15 jours alternatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de viande. Donc on ne peut pas dire que la restauration collective, au moins pour nos enfants et nos un peu plus vieux, soit orientée. Après, tout ce qui peut être à but lucratif ou non lucratif, comme les hôpitaux, les choses comme ça, doivent le jouer aussi, parce que bon, après, c'est forcément équilibré, mais on y est, oui. Delphine Georgelet, qui est votre clientèle? C'est plutôt des jeunes, des personnes âgées, entre le deux. Vous avez tout? C'est assez hétéroclite. J'ai beaucoup d'enfants, enfin pas mal d'enfants, mais principalement des femmes. Celles qui sont plus sensibles à leur Oui, alors après, il y a toute la partie effectivement liée aux grossesses, liée à toutes les évolutions aussi hormonales qui font qu'il y a beaucoup plus de variations. Et je crois que les femmes ont vraiment envie de prendre soin d'elles, en fait. Je commence à avoir quelques hommes, et quand ils viennent, malheureusement, ils viennent quand là, la prise de sang n'est pas bonne. Donc là, c'est la grosse sonnette d'alarme. Ouais, donc là, en général, je suis pas trop cool. C'est régime, là. Parfois, je suis plutôt cash, mais en même temps, c'est vraiment leur santé qui est en jeu. Enfin, c'est leur vie qui est en jeu. Parfois, c'est leur vie qui est en jeu. Donc, parfois, je prends pas trop de gants. Mais ça fait son petit bonhomme de chemin. Mais il y a quand même... Donc moi, ça fait une dizaine d'années que je suis installée. Et avant, j'ai travaillé en restauration collective. Donc, j'ai tout un parcours assez hétéroclite. Mais il y a quand même une sacrée évolution, en fait, au niveau de la patientèle. OK, maintenant, aujourd'hui, je me rends compte que bien manger... Enfin, en tout cas, je vais faire attention à mon alimentation. Et je vais voir un professionnel j'arrête un petit peu d'écouter ou de regarder Femmes Actuelles. Voilà. Il nous reste 3 minutes. Je voudrais qu'on finisse peut-être par ce que l'on nomme comme prestige de la cuisine française, nos chefs étoilés, dont on a vu un de ses représentants, Michel Guérard, Thierry Foll. Là, on est dans le Graal du Graal, la cuisine où, au fond, c'est de l'art. Parfois difficile, parce qu'on voit bien que certains de ces chefs-là, ils renoncent parfois à chercher l'exigence parce qu'il y a trop de contraintes aussi. On est dans l'excellence à la française. La pression due au guide culinaire, effectivement, c'est une pression de tous les jours.
Par contre, c'est un monde merveilleux, voilà, dans lequel les jeunes s'épanouissent. Et heureusement qu'on a ces chefs-là, parce que, à l'instar de ces chefs, on a les petits jeunes qui sont derrière et qui veulent leur ressembler et qui demandent à tout craint en fait d'aller chez eux. Donc notre mission, c'est aussi de les placer dans des beaux établissements comme ça, parce que c'est ce qui fera la relève de demain. Et moi, je pense que ce métier est en pleine expansion. On est en train de revoir nos codes. Je pense que les conditions de travail sont en train d'être revues en profondeur. Mais cette excellence à la française, je pense que c'est aussi une excellence sur les territoires. Maintenant, 2 départements dans la région Nouvelle-Aquitaine, la Vienne et les Deux-Sèvres, qui ne possèdent pas de restaurant étoilé, ça nous pose question également. Ah, bon. Ouais, le débat est ouvert, le concours aussi peut-être. Justement, il parlait de faire rêver, Sébastien Bézagu, c'est ce que vous dites aussi à vos élèves. La cuisine, ça fait rêver, il faut que ça fasse rêver la cuisine. Oui, parce que bon, dans les réseaux sociaux, les émissions de télé, Internet, Top Chef, hein, Top Chef, justement, est-ce que c'est des... Il y a eu un phénomène, ouais. Bon, alors un petit peu moins maintenant, mais oui, effectivement, sur les rentrées, sur les gens. Alors après, quand ils arrivaient chez nous, ah oui, c'est comme ça, la réalité. Oui, il y a de la planche derrière et tout. Est-ce qu'ils voulaient passer à Top Chef? Oui, ouais. Bon, nous, on essaye de les mettre. Enfin, on peut pas tous les mettre en avant, mais effectivement, on participe à beaucoup de concours, beaucoup d'actions, de choses comme ça pour les faire sortir aussi de la cuisine, parce que bon, un jeune, ça a envie un petit peu de voir ce qui se passe à l'extérieur, pas d'être enfermé dans un petit labo ou dans une petite cuisine. Donc, ils voient les grands chefs à la télé qui font des choses diverses et variées, donc ça les intéresse. J'ai envie de dire que de toute façon, le cuisinier doit sortir de sa cuisine et ne plus rester ancré 18 heures par jour à marner au fond de la cave, comme on disait dans le temps. C'est voilà, ça a beaucoup évolué. Il faut que ça continue surtout. Allez, il nous reste 45 secondes. N'oublions pas les métiers de la salle, du restaurant. Parce que c'est le pendant de la cuisine et je pense que trop souvent... on les oublie. Bon, on les oublie. Il reste 40 secondes, Stelphine Georgelet, pour finir. Vous diriez que, au fond, bien manger, c'est quoi? Bien manger, c'est tout un art. C'est tout un art à la française. C'est tout un art à la française. C'est surtout pas se restreindre, revenir à des produits de saison et arrêter d'aller au supermarché. Voilà. Et vous verrez qu'il y aurait plein de choses qui peuvent bouger dans les familles et transmettre et être avec ses enfants, cuisiner avec les enfants. Et avec tout ça, on a un panel. On a gagné. Merci beaucoup à tous les trois. Merci de nous avoir mis en appétit. Je suis sûr que vous allez tout de suite vous mettre à table. Restez fidèles à Noir et merci de votre attention.